Peut-être pas trop fatigué? C'est la fin de la journée. J'ai envie d'aller boire un coup. Bon, je vais essayer d'être le plus indolore possible. Enfin, oui et non en même temps, mais un peu dolore et un peu agréable à écouter quand même. Euh, Pendant une demi-heure, je vais vous proposer une réflexion justement à partir de cette notion des récits, en partant des récits de façon générale et de leur implication dans notre organisation sociale, et ensuite en essayant de voir ce que ça nous raconte sur la crise écologique. Ensuite, je vous proposerai 20 minutes pendant lesquelles on échangera à partir de ce que vous aurez entendu pour pouvoir répondre aux questions que vous vous posez vraiment, et pas simplement celles que j'imagine que vous vous posez. Nancy Houston, qui est une de mes amies et qui est écrivaine, dit que nous sommes une espèce fabulatrice. C'est-à-dire que nous passons notre vie à raconter des histoires. Elle dit même que raconter des histoires, c'est notre façon d'être au monde. De tout temps, nous avons élaboré des récits. Là, vous voyez des peintures rupestres qui sont dans la grotte de Chauvet, donc qui étaient déjà une tentative pour les êtres humains de raconter ce qu'ils voyaient, de le raconter à d'autres, en mettant bout à bout des éléments disparates et en essayant de donner à tout cela du sens. C'est exactement ce que nous faisons. Nous regardons le réel, nous contemplons le monde à travers des fenêtres, on a coutume d'appeler ça des points de vue, qui nous permettent d'en appréhender seulement quelques morceaux, quelques éléments. C'est un peu le mythe de la caverne de Platon. Et ces éléments, on les met bout à bout, on essaye de leur donner une trajectoire de sens, et en faisant ça, on raconte une histoire avec un début, un milieu et une fin. Là, on m'a brièvement présenté en choisissant quelques éléments de mon parcours, en les mettant donc avec un certain éclairage, dans une certaine intention, et ça vous a donné une certaine image de moi. Si vous écoutiez mes enfants, par exemple, vous raconter qui je suis, ça pourrait être très différent, beaucoup moins flatteur, et vous pourriez avoir l'impression que je suis une personne tout à fait autre. Si vous regardiez les réseaux sociaux, et particulièrement Twitter, vous pourriez voir des gens qui pensent à la fois que je suis une sorte de Khmer vert radical qui appelle à la violence et au sabotage, et des gens qui pensent que je suis une sorte de social-démocrate totalement mou, complice du capitalisme, qui perpétue ce modèle absolument délirant qui détruit notre planète. Et pourtant, je suis la même personne. Mais ces personnes ont glané des éléments du réel différents, les ont organisés de façon différente, avec un point de vue différent, avec des a priori différents, ce qui leur permet de se raconter une histoire différente. Nous passons notre temps à faire ça. Petit à petit, au fur et à mesure des siècles, les médias qui nous ont permis de partager ces histoires, c'est-à-dire de partager notre subjectivité avec les autres, ont évolué. Je vous ai montré les grottes de Chauvet. Vous avez entendu un griot, qui était vraiment une sorte d'exemple parfait de ce que l'oralité nous a permis de faire pendant des siècles pour partager ces histoires et les rendre collectives, les rendre communes. On a évidemment connu l'imprimerie et la capacité d'écrire ces histoires, de les écrire sous forme de fiction, donc sous forme de roman, là vous voyez une vie de Maupassant, mais aussi sous forme de textes fondateurs. On pourrait parler de la Bible de Gutenberg, qui a été un des premiers livres qui a été imprimé, et qui est une histoire, qui a eu un retentissement considérable dans l'histoire du monde, et qui a conditionné à la fois des façons de se comporter entre les humains, que ce soit dans leur façon de se nourrir, dans leur façon d'avoir une sexualité, dans leur façon de se comporter vis-à-vis de la mort. Depuis le début du XXe siècle est arrivée l'image, le cinéma, puis la télévision, puis Internet. Et le cinéma a eu une incidence considérable dans notre capacité à partager des histoires. Je ne sais pas si vous connaissez cette statistique, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont produit, et donc l'Allemagne nazie particulièrement, et Goebbels en tout premier lieu, ont produit une quantité astronomique de films pour renforcer dans l'esprit des Allemands la doctrine nazie. Des films qui étaient totalement manipulatoires, par exemple des films qui montraient
des Polonais en train de martyriser de pauvres Allemands nazis dans la misère, qui allait pouvoir donner ce sentiment aux Allemands qu'il y avait une revanche à prendre contre les Polonais qui leur en voulaient terriblement. Cette propagande a tellement bien marché qu'en 1943, dans les cinémas allemands, on a compté 1 milliard d'entrées, 1 milliard de tickets vendus. Aujourd'hui, en France, dans une bonne année, on en vend un peu plus de 200 millions, pour vous donner un ordre de grandeur. Les Américains, qui ont largement gagné cette bataille des récits au XXe siècle, se sont attachés, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en échange des milliards qu'ils investissaient pour la reconstruction de l'Europe dans le cadre du plan de Marshall, à disposer de 60% des droits de diffusion sur les écrans de cinéma européens. Et quand ils ont dû justifier cette dépense auprès du Congrès américain, l'émissaire du pays, qui s'appelait Eric Johnson, a dit « Le cinéma est et doit être une arme contre le communisme ». Et il se trouve que le cinéma, la télévision, les séries, la publicité ont particulièrement bien réussi à propager dans le monde entier un récit capitaliste, consumériste, croissanciste, dont vous avez entendu parler toute la journée, et ont réussi à donner envie à une immense majorité de l'humanité de participer à cette histoire, d'en faire partie. À tel point qu'aujourd'hui, une bonne partie de ces êtres humains partagent des stories, comme vous le voyez sur l'écran, qui les mettent en scène dans une vie relativement idéalisée, jusqu'à les Instagrammeurs en chef, que sont les influenceurs, qui se mettent carrément en scène à Dubaï avec cette bagnole, une immense piscine, un corps de rêve, ou en tout cas selon certains standards, dans l'idée justement de continuer à propager cette histoire, ce mythe qui devrait nous donner envie d'avoir cette vie-là et de leur ressembler. Ces fictions ont eu parfois des impacts considérables sur le réel. Quand Jules Verne écrit De la Terre à la Lune, il inspire ensuite toute une pléiade d'artistes, notamment les frères Méliès, qui ont fait un film au tout début du siècle sur cette idée que les humains pourraient aller sur la Lune, puis Fritz Lang, Hergé avec Tintin. Et cet imaginaire a tellement ensemencé l'esprit de plusieurs générations qu'il a certainement donné envie et donné l'énergie à un certain nombre d'ingénieurs, de responsables politiques, d'investisseurs, pour se donner les moyens d'aller réellement sur la Lune. Donc on voit que la fiction a cette capacité de pré-scénariser le futur, de nous donner l'idée que nous pourrions accomplir des choses que nous n'avions jusque-là pas imaginées. Lorsque ces récits deviennent collectifs, alors là, il y a un problème sur cette slide, je ne sais pas pourquoi, je vais y revenir. Lorsque ces récits deviennent collectifs, ils se mettent à organiser nos vies. Et je vais vous proposer de regarder un extrait d'un film qu'on a fait avec Laure Noila qui s'appelle Après-demain, qui commence avec une intervention de Yuval Harari, qui peuvent nous donner une petite idée justement de en quoi ces récits peuvent avoir une incidence sur nos organisations politiques, sociales, et potentiellement déclencher jusqu'à des révolutions. All the huge achievements of humankind throughout history, whether it's building the pyramids or flying to the moon, have been based not on individual abilities, but on this ability to cooperate flexibly in large numbers. Is how exactly do we do it? We can cooperate flexibly with countless numbers of strangers because we alone, of all the animals on the planet, can create and believe fictions, fictional stories. And as long as everybody believes in the same fiction, everybody obeys and follows the same rules, the same norms, the same values. Non mais ils vont en venir où avec ces histoires? Nos conditions de vie sur Terre sont en train de se transformer radicalement, et ça c'est pas une fiction. Il dit la même chose que Nancy Houston ou Mohamed Younous, que tout est histoire. L'argent, les régimes politiques, les religions, les constructions sociales. La société actuelle, celle qui transforme la vie sur Terre, comme tu dis,
C'est le fruit d'une histoire, qui a très bien marché d'ailleurs. Un jour, on trouve normal que les hommes soient supérieurs aux femmes, que les blancs soient supérieurs aux noirs, et un autre, on change d'histoire. Et ça embarque des millions de gens. Ça fait changer l'histoire. Ladies and gentlemen, your attention, please. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Now is the time to make real the promises of democracy. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Un an après ce discours, une loi a enfin été votée interdisant la ségrégation contre les Noirs. Dans les années 70, en France, les luttes portées par les 343 salopes, les intellectuels, les militantes, les femmes de tous horizons, ont permis d'envisager l'égalité entre hommes et femmes et ont conduit à la loi légalisant l'avortement. En Inde, Gandhi a permis à des centaines de millions d'Indiens de croire qu'ils pouvaient chasser l'Empire britannique. En Afrique du Sud, Nelson Mandela a ouvert le rêve d'un pays multicolore. De tout temps, des histoires ont façonné la politique, l'économie, les droits. Les choses commencent à changer quand des millions de gens se racontent de nouvelles histoires, qu'ils coopèrent et qu'ils engagent la lutte dans la rue et ailleurs. Pour l'écologie aussi, on a le début d'une histoire, avec toutes ces personnes filmées dans Demain et toutes celles que nous n'avons pas rencontrées, tous ceux qui inventent, expérimentent partout dans le monde. Alors pourquoi ça coince encore ? Parce qu'il y a beaucoup de gens sur cette planète qui se racontent des histoires différentes. Ceux qui ne croient pas que le climat change, que l'énergie va manquer ou que les ressources s'épuisent. Ceux qui croient que l'humain est supérieur à la nature. Ceux qui croient que la technologie va nous sauver. Ceux qui croient au capitalisme triomphant, au consumérisme, au bonheur par et grâce à l'argent. Et puis comme disait Jean-Yann, tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles. Et puis il y a tous ceux qui ne croient pas qu'ils ont le pouvoir de changer les choses. Pour l'instant, il n'y a pas une histoire qui donne l'élan à tout le monde de se mobiliser pour sauver notre espèce. C'est peut-être cette histoire qu'il faut écrire. Ce qu'on essaye de dire en résumé dans cette fin de film, c'est que nous, êtres humains, avons de tout temps construit des organisations collectives qui sont fondées sur des récits, c'est-à-dire sur des lectures du monde, des représentations du monde. Ce qui constitue un énorme blocage à la transformation de la société aujourd'hui, c'est l'idée que le système dans lequel nous vivons est immuable. C'est un peu ce que disait Margaret Thatcher quand elle disait « there is no alternative », c'est-à-dire, voilà, c'est comme ça, le capitalisme, la démocratie représentative telle qu'elle est pratiquée, c'est la fin de l'histoire, c'est le meilleur des systèmes à l'exception de tous les autres, comme disait Churchill, donc, ou le moins pire, donc, d'une certaine manière, il n'y a pas autre chose à chercher. Ce que la situation actuelle est en train de nous montrer, c'est évidemment le contraire. Que le modèle que nous avons construit, donc qui, encore une fois, a gagné cette bataille des récits, le capitalisme a gagné cette bataille des récits contre le fascisme et contre le communisme, et grand bien nous fasse, au XXe siècle, et l'a gagné militairement. C'est ça qui est aussi très intéressant à comprendre, c'est que ces récits ne s'imposent pas d'eux-mêmes. Ce n'est pas parce que quelqu'un se raconte une histoire comme ça, de façon
extrêmement attrayante, que tout d'un coup tout le monde va y croire et que cette histoire va être partagée. Je vous parlais du christianisme tout à l'heure. Le christianisme a répandu son influence dans le monde entier parce qu'un jour l'Empire romain a décidé d'en faire sa religion officielle. Jusque-là, c'était un petit groupuscule, c'était une secte qui n'avait absolument aucune influence. Quand le capitalisme et donc le matérialisme triomphant s'est répandu dans le monde entier, c'est clairement parce que les Américains ont gagné la Seconde Guerre mondiale et qu'ils ont imposé leur récit par la force et par un certain nombre de médias, comme je vous le disais tout à l'heure. Je n'ai pas le temps de rentrer beaucoup plus dans les détails de cette question des récits parce que j'aimerais qu'on rentre dans son application pratique, dans ce qui nous occupe, mais on pourra en rediscuter tout à l'heure si vous voulez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le réel ? Qu'est-ce que nous pouvons observer et de façon relativement objective, c'est-à-dire en mettant bout à bout l'immense majorité des connaissances scientifiques que nous avons pour essayer au maximum d'arriver à un consensus qui soit relativement exact. On observe, comme vous l'avez déjà certainement entendu aujourd'hui, que le climat se dérègle, et qu'il se dérègle beaucoup plus rapidement que ce qu'on imaginait. Là, vous voyez sur cette courbe le scénario le plus pessimiste, qui est en gros celui où le climat s'emballe et où il deviendrait hors de contrôle, qui nous amènerait à une température de plus 5 degrés d'ici à la fin du siècle. Sans même en arriver là, si tous les États actuels tenaient les objectifs climatiques qu'ils se sont donnés dans les sommets internationaux, on arriverait déjà aux alentours de 2,5-2,7 degrés de réchauffement. Si une partie seulement de ces objectifs sont tenus, on arriverait plutôt à 3,2. Ce que les scientifiques nous disent depuis un certain nombre d'années, mais c'est ce qui a été gravé dans le marbre au moment de la COP21, c'est qu'il faudrait rester en dessous de 1,5. Or, ces 1,5, les climatologues nous disent aujourd'hui qu'il y a de très fortes probabilités qu'on les dépasse entre 2030 et 2035, et qu'à ce moment-là, on rentre dans ce qu'ils appellent des zones d'incertitude profonde, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui va se produire. Jusqu'à aujourd'hui, le réchauffement est linéaire, c'est-à-dire plus on envoie de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus le climat se réchauffe et de façon relativement proportionnelle. Si nous dépassons ce qu'ils appellent des points de bascule et qu'on rentre dans des cercles vicieux, c'est-à-dire des boucles de rétroaction positive qui emballent le climat, il est fort probable que ce réchauffement ne soit plus proportionnel et qu'il devienne hors de contrôle. Aux alentours de 3 degrés de réchauffement global à l'échelle de la planète, sachant que c'est une moyenne et que, par exemple, en France, ça se réchauffe plus vite, on considère que la moitié de la population va se retrouver sur des territoires qui deviendront inhabitables, invivables, donc qui les obligeront à migrer ou, pour une partie d'entre eux, à mourir. Là non plus, je ne rentre pas dans les détails, vous avez dû avoir par le menu les conséquences du changement climatique, mais ça, c'est ce qu'on peut observer. Parallèlement à ça, on peut observer que les espèces sont en train de disparaître à une vitesse effrénée. Elles disparaissent entre 100 et 1000 fois plus vite que la normale. Il y a aujourd'hui 1 million d'espèces qui sont menacées. On a perdu 70% des populations de vertébrés sur la planète depuis les années 70. 70% des populations de vertébrés, mesurez à quel point c'est considérable. Perdu 30% des oiseaux des champs ces 15 dernières années. 75% des insectes volants ont disparu en Europe depuis 30 ans, majoritairement à cause de l'urbanisation, de l'artificialisation des sols et des pesticides, et de la pollution chimique en général. Ça fait craindre à un certain nombre de scientifiques que nous parvenions là aussi à un point de bascule, sauf que pour la question du vivant, le point de bascule s'appelle la 6e extinction de masse, c'est-à-dire 75% de la vie qui disparaît brutalement sur notre planète. La dernière fois que c'est arrivé, c'était à l'époque des dinosaures. Je ne vous fais pas un dessin. Si 75% de la vie sur la planète venait à disparaître en quelques décennies, voire même en quelques siècles, il y a de très fortes chances que l'être humain fasse partie de la charrette. Et même si ce n'était pas le cas, les quelques humains qui parviendraient à survivre vivraient dans des conditions misérables. Ça, c'est seulement 2 des limites planétaires, donc que vous connaissez aussi certainement, que nous avons dépassées. Donc, il y a plusieurs modes de calcul. Le mode de calcul jusqu'ici du Stockholm Resilience Center était de dire qu'on avait 9 limites planétaires, qu'on en avait déjà dépassé 6. Aujourd'hui, ils parlent de 8 seuils, et nous en aurions dépassé 7, puisqu'ils ont inclus la dimension de justice sociale
et la dimension humaine de façon beaucoup plus fine dans leurs nouveaux calculs, dans tous les cas, c'est la merde, si on veut résumer. Ça veut dire qu'on est en train de rendre cette planète inhabitable. Il faut être un peu débile, hein, quand même. Bon. Tout ça, pour reboucler avec le début de ce que je vous racontais, tout ça parce que nous sommes prisonniers d'un récit qui nous entraîne tous dans une direction où, qu'on le veuille ou non, il faut jouer les règles du jeu qui ont été déterminées, c'est-à-dire faire toujours plus de croissance, utiliser toujours plus d'énergie, toujours plus de matière, pour faire toujours plus de profit, créer toujours plus de richesses, que soi-disant on va pouvoir se répartir équitablement, plus ou moins, et être de plus en plus heureux et arriver à une sorte d'aboutissement de la civilisation. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, cette situation nous montre que nous sommes au bout d'un modèle. C'est-à-dire que ce récit-là ne fonctionne plus. On est aux limites physiques de ce récit. Si on va plus loin, il y a de fortes chances qu'on bascule dans le gouffre. Donc, il y a une nécessité absolue de changer de récit le plus rapidement possible. Donc, nous avons besoin d'un nouveau logiciel. Jusqu'à maintenant, le logiciel de la croissance était très simple. On a essayé de le raffiner en créant une oxymore qui s'appelle le développement durable. On peut continuer à faire du développement, mais ça va être durable. On peut continuer à faire de la croissance, mais ça va être vert. Ne vous inquiétez pas, on ne change rien, simplement on aménage. Le développement durable, donc, est représenté en règle générale comme ça. C'est-à-dire il y a l'environnement, qui est déjà un terme problématique en soi, parce qu'il donne le sentiment que c'est ce qui nous environne, donc c'est comme si c'était un décor, et donc il perpétue cette idée qu'on est séparé de la nature, l'économie et le social. Et là où ces trois éléments se retrouvent, se croisent, se rencontrent, il y aurait une forme de durabilité. Sauf que ce modèle est problématique en lui-même, puisqu'il ne correspond pas du tout à la réalité physique. Si on devait représenter la réalité physique, on la représenterait plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'il y a la biosphère, et que parce que la biosphère existe, les humains peuvent exister. Et parce que les humains existent, ils ont créé des modes d'organisation de leurs échanges, des modes de création de richesse qu'on a appelés l'économie. Pour le moment, nous prenons nos décisions à partir du cercle bleu. Ce qui est là aussi proprement absurde, puisque l'endroit qu'il faut préserver en premier lieu, c'est le cercle vert. Si la biosphère se dégrade suffisamment pour que notre planète devienne inhabitable, vous comprenez bien qu'il ne peut plus y avoir d'économie là-dessus. Alors qu'aujourd'hui, on considère le contraire. On fait de l'économie et on considère que la biosphère et les humains, ce sont des externalités négatives. Évidemment, ce n'est plus possible de réfléchir de cette façon-là. Je vous propose de regarder une nouvelle vidéo qui donne une piste de ce qui pourrait être le ferment d'un récit différent qui nous permettrait d'organiser nos sociétés. C'est un extrait du film Animal avec Baptiste Morisot. Is it? Do you think it's hunting at the moment? It looks more clear. Before it wasn't clear. C'était flou avant. C'est parce qu'il faut actionner la molette. Ah ok, moi je bouge les trucs là. Non, c'est là. On a perdu une attention, une vigilance à l'égard des autres formes de vie. Et c'est lié à une culture qui nous a fait croire qu'on était les seules formes de vie intéressantes. Et que le reste autour, cette prairie, cette forêt, la sapinière, les oiseaux, les fourmis, c'était de la matière bête et méchante. Et le grand enjeu, c'est de se réensauvager nous-mêmes, c'est retrouver le sentiment que le monde vivant nous a fait. C'est pas nous qui l'avons fait. Et on y appartient comme des manières d'être vivants particulières. On est des animaux étranges, mais parmi d'autres. Et il faut que, aussi spontanément que vous êtes capable de distinguer les marques de chaussures de sport, vous soyez capable de reconnaître des insectes, pour que vous soyez aussi fasciné par le comportement d'un oiseau que vous l'êtes par une série télé. Vous avez entendu le bruit du cerf? There may be wolves, but it's sure that there are deer. Wolves. That name.
Donc vous voyez que cette idée que nous sommes des vivants parmi les vivants, elle vient en contradiction avec une autre idée qu'un philosophe célèbre des Lumières a énoncée, donc Descartes, pour ne pas dire son nom, qui disait que l'être humain devait être comme maître et possesseur de la nature. Et d'une certaine manière, on a besoin de passer de ce récit-là à l'autre. Le récit dans lequel nous vivons aujourd'hui considère que les êtres humains sont maîtres et possesseurs de la nature, c'est-à-dire qu'on a le droit d'occuper tout l'espace, que les autres espèces qui peuplent notre planète sont d'une certaine manière inutiles, ou en tout cas elles sont utiles quand nous déterminons qu'elles le sont, et si elles contrarient nos projets, si elles contrarient notre économie, si elles contrarient notre paix et notre volonté d'habiter les territoires comme nous l'avons décidé, on les éradique. Dire que nous sommes des vivants parmi les vivants, ça suppose que quand nous allons investir un territoire, nous allons commencer à regarder qui l'habite, qui sont nos voisins. Peut-être même organiser des ambassades et créer des relations diplomatiques, comme Baptiste Morisot l'imagine lui-même. Et partager l'espace. Il y a un grand projet qui s'appelle, d'un biologiste qui s'appelle Edward O. Wilson, qui s'appelle Half Earth, qui imagine que pour que nous puissions sauver le vivant sur cette planète, il faudrait partager la Terre en deux. Alors évidemment, pas de façon, pas en coupant en deux, mais en tout cas partager la surface de la planète en deux, entre tous les animaux sauvages et nous. Vous voyez qu'on en est très loin, qu'on en est même infiniment loin. Dire que nous sommes des vivants parmi les vivants, c'est aussi admettre que nous sommes dans une forme d'interaction et d'interdépendance où le vivant joue un rôle qui nous permet de mener la vie que nous vivons. C'est grâce au vivant que nous pouvons respirer, que nous pouvons manger, que nous pouvons boire. Et pendant quelques années, quelques décennies même, les êtres humains ont cru pouvoir remplacer le vivant, à coup d'engrais chimiques, par exemple, dans l'agriculture, de pesticides, donc fongicides, herbicides, insecticides, pour finalement se substituer à la fertilité des sols, se substituer au fait que les espèces sont les prédateurs des prédateurs et donc il y a une forme d'équilibre qui se crée entre elles, et en croyant atteindre une forme d'autonomie, de s'affranchir vraiment du monde vivant pour pouvoir décider, tels des dieux démiurges, comment nous allions organiser le monde, et en croyant que ça allait marcher. Manque de cul, ça ne marche pas. Il y a des économistes qui réfléchissent depuis un certain temps à des modèles qui permettraient de maintenir une forme d'équilibre, particulièrement Kate Raworth, que vous devez connaître, qui a inventé la théorie du donut. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, le plancher du donut, c'est le plancher social, ce sont tous les besoins auxquels on doit répondre par rapport aux êtres humains qui sont sur cette planète et à laquelle l'économie doit s'attacher. Le plafond du donut, ce sont les limites planétaires dont on parlait tout à l'heure, qu'il ne faut pas dépasser. Et donc, c'est entre ce plancher et ce plafond que se situe cet espace juste et sûr pour l'humanité dans lequel nous avons besoin d'inscrire notre économie. Vous avez entendu tout à l'heure Isabelle Delannoy vous parler d'économie symbiotique. Ce qui est très intéressant dans cette... J'y suis ou pas? Non. Ah oui, mais ça marche là, mais ça ne marche pas là. C'est dommage. Ah oui. Alors attends. Comme ça. Voilà. Ce qui est très intéressant dans la démarche d'Isabelle Delannoy, c'est cette idée justement de symbiose entre l'intelligence humaine, ce que les écosystèmes sont capables de faire par eux-mêmes, et la technique, et les outils. Un des exemples que j'ai abondamment filmé de ça, c'est la permaculture. C'est-à-dire que c'est parce que des humains sont capables de comprendre comment la fertilité des sols s'organise, et donc il ne faut pas trop déstructurer un sol pour qu'il reste fertile, parce qu'ils sont capables de comprendre comment il faut associer des espèces entre elles, par exemple que si on plante des oignons à côté des carottes, l'odeur des oignons va repousser la mouche de la carotte, ou que si on met un buisson d'absinthe sur le passage d'un vol de pucerons qui va attaquer les fèves, les pucerons vont se coller sur l'absinthe, parce que comme les poètes, les pucerons adorent l'absinthe, et qu'ils vont y rester 3 semaines, et que pendant ce temps-là, on va avoir le temps de regarder si les coccinelles sont arrivées. Si elles ne sont pas arrivées sur les fèves, on va pouvoir aller les chercher sur les orties, qui sont au soleil, là où les coccinelles adorent être, et les déplacer de l'un à l'autre. Ça, c'est ce que l'intelligence humaine est capable de comprendre. Et donc,
organiser son territoire en faisant un design de permaculture, c'est-à-dire se dire « Ah bah ok, j'associe les cultures, je mets un arbre là parce qu'il va aller rechercher des minéraux et les rendre disponibles pour les cultures, il va faire de l'ombre, il va recréer de l'humidité, il va faire revenir des oiseaux. Et les oiseaux, c'est intéressant parce que ça contrôle la population d'insectes, parce que ça les mange. » Bon, tout ça, c'est cette espèce de symbiose entre l'intelligence humaine et ce que les écosystèmes peuvent faire. Si on y ajoute des outils, ce qu'ils ont fait au Bec et Loin, par exemple, le fait d'avoir ce qu'ils appellent le campagnol, donc une espèce de déambulateur comme ça avec des roues, qui a un petit plateau qui va chercher la partie superficielle du sol, un deuxième plateau qui descend, qui ameublit simplement la partie vraiment très superficielle. Ben là, c'est parce qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas labourer et déstructurer, parce qu'ils ont compris que cet outil-là était sans pétrole et donc n'allait pas dérégler le climat, et qui sont très ingénieux et qui leur permet de préparer une bande de culture très rapidement, qu'ensuite ils peuvent passer avec un deuxième outil, qui est un semoir de précision, qui leur permet de semer 26 rangs de légumes en un seul passage. Ils vont choisir des espèces qu'ils vont associer, et en 2 passages, hop, ils ont fait 52 rangs de légumes, qui sont très densément peuplés, qui sont organisés d'une façon à ce que ça optimise la capacité du vivant à travailler par lui-même, ou à encourager ce qu'il aurait fait par lui-même. Et grâce à la symbiose de ces 3 éléments, on a une ferme qui produit suffisamment pour, sur 1000 mètres carrés, avoir à peu près la même production que ce que des maraîchers font d'habitude sur 1 hectare. Donc, ils répondent à un besoin, ils ont une activité économique qui est rentable, donc qui est capable de créer un emploi sur ces 1000 mètres carrés. Mais de surcroît, dans cette ferme, il y a plus d'oiseaux, plus de pollinisateurs et plus de vers de terre dans le sol qu'il n'y en avait avant que la ferme n'existe. Ça veut dire que l'activité humaine a enrichi le vivant. Et donc là, on est dans une activité économique qui est proprement régénératrice, qui n'est pas simplement moins destructrice, moins polluante, qui va faire moins d'extraction, mais dans une activité qui régénère. Et c'est clairement dans cette direction que nous avons besoin d'aller. Je passe l'exemple de l'industrie automobile puisque vous l'avez déjà eu, et j'en viens à cette idée que, et je finirai avec ça, comme ça on va pouvoir commencer à discuter, que pour parvenir à transformer ce récit, pour parvenir à une activité économique régénératrice qui demande d'autres règles du jeu, nous avons profondément besoin de transformer notre démocratie. Je vous propose de regarder un dernier extrait qui est issu d'une série de 3 documentaires qui s'appelle Un monde nouveau, qu'on a réalisé avec Thierry Robert, et qui est passé sur Arte il y a très peu de temps. À régénérer nos démocraties. C'est le type de réflexion que développe Helen Landmore, professeure de sciences politiques à l'université de Yale, aux États-Unis, qui milite pour ce qu'elle appelle une démocratie ouverte. Elle a vu dans l'expérience française de la Convention citoyenne pour le climat, où 150 citoyens tirés au sort ont établi un plan plus ambitieux que ce que tous les gouvernements du pays ont fait depuis 30 ans, un premier pas en ce sens. En quoi est-ce que pour toi ça va devenir de plus en plus quelque chose d'imbriqué, les questions démocratiques et les questions écologiques ? Je dirais que au départ, je pensais que la question climatique, notamment, c'était une question tellement globale, mondiale, en plus technique et scientifique. Je ne voyais pas trop ce que les citoyens ordinaires, à leur petit niveau, localement, vraiment pouvaient faire pour changer ça. Et même, pour être complètement honnête, quand le président Macron a annoncé cette convention citoyenne sur le climat, j'ai eu peur. En fait, je me suis dit, mais est-ce que ça ne va pas invalider un peu la participation citoyenne parce qu'on va s'apercevoir que ça ne marche pas? Et en fait, j'avoue que d'avoir suivi cette convention, ça a complètement changé mon opinion. Pour moi, ce qui fait obstacle surtout aux mesures courageuses qui devraient être prises, ce sont des questions démocratiques. Alors oui, je pense qu'on est foncièrement d'accord, seulement moi je suis arrivée à une conclusion peut-être encore plus extrême, qui est qu'au fond, la raison pour laquelle la démocratie est si faible dans la manière dont elle traite des problèmes climatiques, c'est que c'est pas une vraie démocratie. Les sciences politiques démontrent qu'il n'y a pas de corrélation entre ce que la majorité des gens veulent et ce qu'ils obtiennent, sauf quand ils ont les mêmes préférences que les 10% les plus riches de la population. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est gouverné par des gens qui ne sont
intéressés que par ce que veulent les corporations, en gros, quoi, et les gens qui payent des impôts et qui les financent. Et tant que ce sera le cas, je ne vois pas comment la question écologique va s'améliorer, parce qu'au fond, l'obstacle, c'est pas la démocratie, l'obstacle, c'est la plutocratie, l'oligarchie, et même, j'ai envie de dire, le capitalisme. Ce système ne marche plus, ne marche pas, et on va dans le mur. À quoi pourrait ressembler une société plus démocratique? La vision alternative que moi je propose, c'est celle de ce que j'appelle une démocratie ouverte, où justement le centre du pouvoir, qui est pour moi le pouvoir législatif, serait accessible à tous de manière égalitaire. Et je ne vois qu'une seule méthode qui permet de faire ça, c'est le tirage au sort. Voilà. Parce que là, on peut être timide, on peut être pas charismatique du tout, on peut être pauvre, on peut être bête, et on a quand même une chance d'être choisi. Même une personne qui n'a pas tellement de qualité peut en fait voir ses qualités se révéler dans la confrontation avec d'autres points de vue, être éduqué aussi, parce qu'il y a un processus d'éducation quand on commence à être confronté à des points de vue, à lire des choses, et à être considéré avec respect. Ces nouveaux modèles démocratiques commencent à voir le jour, comme ici, en Irlande. Suite à la crise économique particulièrement violente de 2009, le gouvernement a décidé de mettre en place une sorte de parlement de circonstance pour faire évoluer plusieurs articles de sa constitution. Une tâche que les seuls élus pensaient insurmontable, notamment sur un sujet aussi complexe et sensible dans l'Irlande catholique. Faut-il ou non autoriser le mariage homosexuel? Cette convention citoyenne s'est réunie 14 mois durant, sous la houlette du célèbre économiste Tom Arnold, au Grand Hôtel Malahide, au nord de Dublin, et a inspiré la Convention citoyenne française. For our constitutional convention, it was made up of 2/3 citizens and 1/3 politicians. And the citizens were selected based on to be representative of the population, 50-50, male, female, age, representative of the age structure of the society, and then socioeconomic class. A polling company was given the mandate to go out and find people who were willing to come along and spend 9 or 10 weekends in a hotel discussing a topic that they probably didn't know a lot about. Okay, we have effectively 45 minutes for this discussion. And how I would propose we manage that is that we might go up, put back up these slides again. The first day, we came in on a big table and it was like, oh my God, it's going to be like being at a wedding where you don't know anybody and it's going to be horrible and awkward. But actually it worked really well because we'd have the topic of the day and we'd start to discuss it, but the facilitator at the table would make sure that everybody got a chance to talk. We have open to the floor to ask questions of any of the experts that have just presented. Over to you. In a same-sex marriage, what are the implications for adoption and guardianship in those circumstances? We were assisted by what we called an academic and legal team who helped us source the best experts we had on any of the topics we were going to deal with. With the Catholic history of our country, I suppose, it is an emotive debate, and there are very, very strongly held views on both sides. And it was just the quality of the debate was light years improved the way it was done in the convention. You felt you had the chance to actually understand an issue. You could talk to people, and listening to people and listening to the reasons why something existed in the first place. Then I could see, oh, right, there's a reason for that. And, okay, I can see your point of view and I can change my mind. They were talking about mutual respect and compassion and dignity, and these are surely words that should be used for accepting people and accepting everybody's rights and not to discriminate against them. We were heard and our views were reflected in the reports. It was a good way of testing the air, I suppose, for our government to get an idea of what way something might go. At the very beginning of the process, there was a lot of skepticism as to whether this would work or not. But when it got going and when people began to see how it was working and the spirit in which the people who were in the room were taking it, there was really considerable public interest. À partir des conclusions de la Convention, un référendum a été organisé.
Et contre toute attente, alors que l'Église catholique s'était prononcée contre, la mesure fut acceptée à 62%, dans un climat social très apaisé. Une autre convention fut organisée pour savoir s'il fallait également légaliser l'avortement. Les citoyens tirés au sort se prononcèrent pour un nouveau référendum qui valida cette transformation. La preuve que des citoyens éclairés peuvent trancher des décisions publiques complexes et régénérer nos démocraties. Là encore, c'est une question de récit qui a besoin d'évoluer. Est-ce que nous sommes prêts à passer d'un récit où un certain nombre de personnes soi-disant expertes sont élues pour nous représenter pendant 5 ou 6 ans et on les laisse tranquilles, et même s'ils ne font pas leur travail, bon, on se contente d'aller dans la rue et on n'est pas content, et on ne fait pas content, pas content, pas content. Ou alors, est-ce qu'on passe à un récit où on considère que chacun d'entre nous peut participer à la décision publique et trancher des décisions complexes? Tout comme, à une époque, nous sommes passés d'un régime où il y avait un roi qui était roi de droit divin et de façon héréditaire, à un système représentatif où nous choisissions temporairement nos responsables politiques. Je vous signale quand même que la Convention citoyenne pour le climat, avant d'être largement affaiblie et torpillée par le gouvernement en place et l'intervention très courageuse des lobbies qui ont chacun essayé de défendre leurs intérêts économiques, et on peut les comprendre, jusque-là, ces 150 personnes tirées au sort avaient élaboré le plan le plus ambitieux qu'aucun gouvernement français avait jamais imaginé depuis 30 ans, pour permettre à la France de tenir ses objectifs climatiques, alors que la plupart des responsables politiques disaient « on ne peut pas faire ci ou ça parce que les gens ne sont pas prêts ». Là, on a vu que non seulement ils étaient prêts, donc ils n'étaient pas prêts à ce qu'on leur impose des choses de force, mais qu'ils étaient absolument prêts à participer à élaborer des solutions, et que quand ils le faisaient, ils allaient beaucoup plus loin que les élus qui étaient en place. Pour terminer, avant qu'on commence notre conversation, pour qu'une bascule s'opère, pour moi, il faut que 3 ingrédients soient réunis. D'abord, que de nouveaux récits émergent, que des personnes soient capables d'imaginer le futur autrement que comme le présent. C'était Martin Luther King quand il dit « Je rêve que mon fils vive un jour dans un pays où il aurait les mêmes droits que les Blancs ». Il est capable d'imaginer un avenir qui est différent du présent. Ces nouveaux récits émergent à la fois par des penseurs, par des responsables politiques, mais aussi par des gens qui inventent des choses. Des personnes qui font de la permaculture, aujourd'hui, inventent un nouveau récit de comment faire de l'agriculture. Il y a des gens qui inventent des nouveaux récits de comment produire de l'énergie, de comment fabriquer de la monnaie, de comment éduquer les enfants, de comment faire des nouveaux modèles démocratiques. Parallèlement à ces nouveaux récits qui émergent, on a besoin de rapports de force. Dans toutes les grandes bascules de l'histoire, que ce soit la fin de l'esclavage, la fin de la ségrégation, le droit de vote des femmes, la fin de la monarchie, ces rapports de force ont permis de tordre le bras, voire même parfois de chasser les personnes qui étaient au pouvoir et qui ne voulaient pas que ça change. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont clairement opposés au changement et qui font tout pour obstruer le changement. Si on pense à la France simplement, une entreprise comme Total, qui sait depuis 1972 quelle est la réalité du changement climatique, quelles vont être les conséquences du changement climatique, qui a financé des études pendant des années pour semer le doute dans l'opinion sur la réalité du changement climatique, puis sur la réalité de la responsabilité humaine, et qui aujourd'hui dit, alors oui, très bien, bon, en fait ça existe, mais nous allons devenir les leaders des énergies renouvelables, ne vous inquiétez pas, et qui continue à investir 70% de leurs fonds dans des énergies fossiles. Clairement, ces entreprises font tout pour entraver l'action politique et la transformation. Donc, dans ces cas-là, des rapports de force sont indispensables pour faire en sorte que ceux qui sont au pouvoir ne puissent plus, justement, empêcher le changement. Et puis, en général, ces 2 éléments sont catalysés par des circonstances historiques. Si on pense au droit de vote des femmes, par exemple, il y a à la fois eu des gens qui étaient capables de penser le monde différemment, à la fois eu des rapports de force, notamment les suffragettes, et qui n'étaient vraiment pas tendres, et la circonstance historique, c'était la Première Guerre mondiale, beaucoup d'hommes sont partis au front, les femmes les ont remplacés, il y a eu un déséquilibre démographique, elles ont montré qu'elles étaient parfaitement compétentes pour gérer tout un tas de pans de la société alors qu'on les disait ne pas l'être, et donc ça devenait très compliqué de considérer que c'était des citoyennes de seconde zone, et donc en 1918, elles ont eu le droit de vote. On est aujourd'hui dans cette situation où des récits nouveaux émergent, où des rapports de force ont besoin de s'organiser et de façon encore plus forte, et vous voyez que ces rapports de force ont tendance à se radicaliser,
et ça fait couler beaucoup d'encre, et ça fait crier beaucoup de gens. Ça fait crier moins les gens quand c'est la FNSEA qui va tout casser, mais c'est un sujet. Et vous voyez que la circonstance historique du changement climatique est en train de pousser tout ça, que tous les territoires qui sont affectés en premier lieu par les sécheresses, par les canicules, par les incendies, vont être des territoires où des gens vont se rebeller, et donc où ils vont renforcer les rapports de force, et ils vont aussi stimuler l'émergence de nouveaux récits, c'est-à-dire de solutions qui sont capables de répondre aux problématiques que nous rencontrons. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là.